Donne maintenant la parole à Jean-Philippe Mallet pour le projet IO4MP. Et donc là, on revient plutôt en France, mais on va voir qu'on va parler de plein d'autres choses que la France. Donc Jean-Philippe, on commence par la diffusion de la vidéo là, qui dure 2-3 minutes et ensuite on vous laisse la parole pour la présentation du projet. Parfait, parfait, parfait. Les milieux humides et agro-environnementaux rendent d'importants services écosystémiques, en permettant de stocker du carbone et de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Le changement climatique modifie les caractéristiques de ces milieux, transformant les pratiques agropastorales, les habitats et leur diversité floristique. Il devient donc crucial pour de nombreux acteurs de disposer d'outils de diagnostic et de suivi de ces milieux. Le projet EO4 Mountain Pastoralism, porté par l'EOST avec le soutien du CNES et adossé à l'infrastructure de recherche DataTerra, répond à ces enjeux en mettant à disposition un service d'analyse en ligne personnalisable pour créer et visualiser des indicateurs sur l'état de la végétation à très haute résolution spatiale sur de grands territoires géographiques et sur le long terme. Les utilisateurs, qu'ils soient agences en charge de l'évaluation de services écosystémiques, gestionnaires de territoire ou scientifiques, peuvent facilement générer des indicateurs environnementaux adaptés à leurs besoins. Cartographie d'habitat, identification de trames vertes, suivi de la phénologie des végétaux ou encore création de tableaux de bord sur les rendements des cultures. Fondé sur les images satellitaires optiques Sentinel-2 à 10 mètres de résolution spatiale, le service d'analyse, appelé Terre Ecodata, permet d'exploiter de gros volumes de données et de calculer systématiquement une série d'indicateurs sélectionnés. Plus besoin de télécharger les images une à une, l'utilisateur définit sa zone d'étude, sa période d'intérêt et les paramètres du calcul. Le reste, du téléchargement automatique des images satellitaires jusqu'à la mise en forme et la diffusion des indicateurs, est prise en charge par la chaîne de traitement implantée sur le système de calcul haute performance de l'infrastructure de recherche DataTerra. Cette approche garantit rapidité d'analyse, scalabilité, pérennité et souveraineté. Grâce au service Terre Ecodata, des géoinformations et des séries temporelles peuvent être générées, répondant à une double finalité, appuyer la prise de décision des acteurs publics et accompagner la recherche scientifique. De la comparaison de la croissance végétale d'une année à l'autre, à l'identification des périodes de rendement maximal d'une parcelle agricole, en passant par le croisement avec des données météorologiques pour mieux comprendre les évolutions du territoire, les possibilités sont presque infinies. Expérimenté dans un premier temps sur le territoire du Parc national du Mercantour et sur des conservatoires d'espaces naturels de Lorraine, des tableaux de bord d'évolution d'indicateurs biophysiques ont été générés à la carte, permettant ainsi un diagnostic de l'état environnemental de la zone d'analyse. L'optimisation de la chaîne de calcul, le choix effectué de recalculer les produits à la demande plutôt que de les stocker et l'opération du service au sein d'un data-centre mésocentre éco-responsable ont permis de réduire l'empreinte carbone. Le service Terre Ecodata est évolutif. Dans cet esprit, plus de 60 indicateurs sont déjà disponibles et de nouvelles fonctionnalités sont développées grâce à l'expérience utilisateur. Le format des géoinformations, grille raster, base de données vectorielles, série temporelle, est adapté aux outils métiers existants pour une intégration fluide dans les pratiques des utilisateurs. À terme, la boîte à outils Terre Ecodata, modulable et frugale, pourrait être interconnectée avec des systèmes d'information nationaux et internationaux, apportant une vision encore plus large, utile autant pour la gestion opérationnelle des territoires que pour la recherche scientifique. Voilà pour la vidéo et maintenant Jean-Philippe, on vous laisse la parole. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc rapidement, oui, un petit teasing en fait sur l'intérêt du projet, les données spatiales utilisées et puis son développement. Donc nous, on travaille essentiellement en fait qu'à partir des données Sentinel-2 avec différents niveaux de correction qui seront par la suite en fait modifiables en fait en fonction des intérêts des utilisateurs, en fonction des données qu'ils souhaitent utiliser. On introduit aussi de l'accessibilité à des données topographiques haute résolution pour soit améliorer la co-registration et l'alignement
alignement des séries temporelles sur toute la période d'analyse et aussi pour en fait calculer un certain nombre d'indicateurs topographiques qui sont complémentaires aux indicateurs spectraux qui sont calculés. Et puis après, ben, pour faire un retour utilisateur aussi au niveau de parcelles, qui sont en fait souvent les données que demandent pas mal d'opérateurs sur le territoire. Soit on a un accès direct à du parcellaire qui vient de différentes bases de données, soit éventuellement l'utilisateur pourra lui-même en fait téléverser en fait son propre fichier sur le service pour calculer sur son secteur d'intérêt. Donc tout ça, en fait, ça permet de actuellement calculer une soixantaine d'indicateurs spectraux. Donc ça se fait à la demande. Je vous présenterai un peu le service tout à l'heure. Ça permet par la suite d'organiser l'ensemble de ces données après le calcul sous forme de couches d'informations organisées en data cube auxquels les utilisateurs pourront avoir accès et pourront en fait récupérer un format de data cube qui est totalement utile à leurs besoins. Et puis, au-delà en fait des couches d'indicateurs en elles-mêmes, voilà, il y a un certain nombre d'indicateurs plus avancés qui sont proposés, comme des statistiques zonales à l'échelle de grilles raster ou à l'échelle justement des parcelles, voilà, selon des grilles vecteurs, et puis un certain nombre d'indicateurs phénométriques. Voilà. Et donc tout ça, c'est actuellement opéré et maintenu sur le long terme par l'infrastructure de recherche de Tatera. Euh, je pense que c'est vous qui devez avancer les diapos, non? Ça va pas être Oui, moi. oui, on Ok, s'en charge. très bien, voilà, merci. Donc plus concrètement, en fait, on avait un projet, voilà, dans le cadre du SCO qui s'appelait IO4MP, voilà, qui finalement, en fonction des différents retours utilisateurs que l'on a eus sur différents secteurs, notamment le parc du Mercantour, notamment le Conservatoire de Lorraine, et puis d'autres acteurs qui sont venus un peu plus tard. Ça s'est transformé finalement en un service à la demande et non pas en fait un calcul de produit préétabli. Voilà, donc l'utilisateur va pouvoir maintenant lui-même en fait quelque part tailorer en fait complètement en fait son calcul à ses besoins. Pour répondre en fait à un certain nombre de questions, avoir des éléments, des indicateurs pour identifier si les prairies sont remarquables en termes de biodiversité. Voilà, avec un certain nombre d'indicateurs de biodiversité, richesse ou pas sur le territoire. D'étudier aussi éventuellement la variation du vertissement sur des prairies d'altitude sur le long terme. Voilà, l'idée, ça peut être par exemple de processer et de calculer en fait tous ces indicateurs sur la période complète de Sentinelle-2 de 2016 à 2025 et de voir voilà si le verdissement sur ces 10 ans en fait est plus important, moins important, s'il y a des années qui sont plus vertes que d'autres, s'il y a un décalage en fait du verdissement dans le temps. Pour certaines de ces prairies. Voilà. Donc, on part des données Sentinel-2 sur la droite, il y a le calcul Terraco-Data qui est réalisé et on obtient après un format de data cube avec l'ensemble de ces couches d'informations organisées sur des grilles de projection cartographique. Voilà. Donc ça, c'est une présentation de l'accès au service. Voilà. Donc pour ceux qui veulent tester, vous pouvez directement en fait utiliser le QR code. Ça devrait vous envoyer, si tout marche bien, en fait, sur la page web d'accès au service. Et donc il y a une interface de service à la demande assez simple à utiliser qui va vous permettre en fait de définir la zone d'étude. Voilà, en définissant actuellement une zone cartographique sur le secteur. On a limité actuellement le calcul à des zones qui font l'équivalent de 2 tuiles Sentinelle-2. Voilà, pour ne pas en fait potentiellement avoir des calculs trop longs à gérer en fait avec de multiples utilisateurs. Voilà, si jamais en fait il y a un calcul qui doit être fait en fait sur des zones beaucoup plus importantes, l'idée c'est plutôt en fait de contacter à ce moment-là en fait les opérateurs et de voir comment ça peut s'organiser. Euh, Ensuite, on définit, deuxième temps, la période d'intérêt, voilà, de telle date à telle date. Et puis après, un certain nombre de paramètres de calcul. Le choix des indicateurs, le choix si on veut co-enregistrer de manière un peu plus fine en fait l'ensemble de la pile Sentinel-2, la possibilité aussi après voilà d'exporter en fait les données sous différents formats. Voilà, diapo suivante. Donc voilà, ça c'est des résultats après, enfin c'est des exemples de l'interface en fait avec un certain nombre de produits qui sont présentés. L'idée c'est pas de visualiser de manière très avancée l'ensemble des produits, mais c'est simplement de pouvoir avoir à la fin du calcul un premier retour en fait sur la qualité du produit qui est généré, voir si globalement, il répond aux besoins qui a été exprimé lors du lancement du calcul. Et puis après, ben, les personnes peuvent le télécharger et le récupérer. On est parti sur ne pas stocker les données sur le long terme. Voilà, on est vraiment parti sur le fait l'utilisateur lance son calcul, vérifie un peu ses résultats. Voilà, il y a quand même différents indicateurs qu'on peut visualiser hein, de manière interactive. Et puis après, dans l'espace de travail de l'utilisateur, les données sont stockées pendant 2 semaines ou 3 semaines avec un lien téléchargement. L'utilisateur les récupère et puis après, c'est automatiquement en fait
enlever en fait de l'espace de stockage. Voilà. Donc il faudra après refaire un calcul si on en veut un nouveau en fait sur le même secteur. Voilà. L'idée, c'est de ne pas en fait stocker pour stocker en fait ce genre de données. Voilà. Donc des exemples de produits, voilà, ça c'est un exemple de NDVI qui est harmonisé sous forme de composite avec l'identification aussi du pixel le plus vert en fait à l'échelle d'un territoire. Voilà, donc on peut faire ça par période mensuelle, par période en fait de saison, par période annuelle pour après faire des comparaisons. Voilà, donc ça c'est l'exemple 2017, mais vous avez la même carte après pour 2018, 2019, ce qui permet après de faire ces comparaisons. Et puis après, ben voilà, à l'échelle de chacun des pixels, on peut identifier après des courbes de variation du NDVI. Et ces courbes de variation du NDVI sont utilisées par la suite de manière automatique pour générer toute une série en fait d'indicateurs phénométriques et de phénologie qui vont permettre ben, d'identifier la date du début de la saison végétale, la date de la fin, le pic de croissance, etc., etc. Donc les indicateurs un peu classiques qui sont précalculés à partir de ces éléments et qui peuvent en fait par la suite être utiles en fait pour faire des analyses encore plus avancées. Voilà, ce calcul est fait surtout aussi pour préparer des calculs peut-être encore plus métiers en aval. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Ben donc, à quelle étape du projet nous en sommes? Donc, le projet, il est en voie terminale, on peut dire qu'il est fini, voilà, donc avec l'opérationnalisation et le déploiement du service. Voilà, donc vous pouvez en fait l'utiliser directement, voilà, il faut créer un compte, demander un accès, etc., etc., voilà. Mais voilà, le service est opérationnel. Il y a toute une série maintenant de communications vers en fait différents groupes de travail, différentes communautés utilisatrices qui vont être mises en place avec des webinaires que notamment Dataterra, via son dispositif d'animation régionale thématique en région, mettra en place. Vous pouvez aussi contacter Dataterra et notamment le pôle TEIA pour éventuellement avoir des informations plus concrètes et avoir éventuellement des démos spécifiques. Et puis, ben, en fait, on en profite aussi pour faire des démonstrations la semaine prochaine au colloque LPS de l'ESA à Vienne, avec aussi des démos en fait, qui seront réalisées sur le stand en fait, de Dataterra. Voilà, je pense que c'était la dernière diapo. Non, oui, voilà, oui. Alors, les communautés utilisatrices, pardon. Alors, on n'est pas trop en lien, on va dire, avec d'autres projets SCO. Là, l'idée, c'était plutôt directement de travailler, en fait, avec des acteurs territoriaux sur ces thématiques. Voilà, c'est au niveau de la communauté française, en fait, les acteurs qui sont indiqués ici, en fait, c'est les gens qui ont été en partie interrogés à un certain moment pour avoir une idée, en fait, du design un peu du service, de la manière dont ils travaillaient, des besoins utilisateurs, d'avoir des spécifications. C'est aussi vers ces communautés qu'on va mettre en place donc, ces outils de communication dédiés via des webinaires. Et puis, les outils sont aussi repris à l'échelle internationale dans des projets plus emblématiques, on va dire, comme des projets voilà, sur les forêts tropicales, un grand projet que porte Dataterra actuellement avec toute une série d'établissements qui s'appelle One Forest Vision, des usages qui sont faits par l'ONF et par l'ONF international, etc., etc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation complète. Et comme les deux projets précédents, je vous invite à poser vos questions via le chat ou en ouvrant vos micros et vos caméras si vous le souhaitez. Bon, ben, je vais commencer. Merci, Jean-Philippe, c'est très intéressant. On avait commencé sur le Mercantour, c'est ça? Faut pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'était le Mercantour. Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, il y a d'autres territoires enfin, qui sont ouverts? Est-ce que ce sera sur la France? Est-ce que ça peut être ailleurs? Il y a un autre projet là sur le Rwanda, par exemple. Bref, je suppose que les choses sont assez modulaires, mais si tu pouvais nous en dire un peu plus. Oui, alors il y a deux éléments. Voilà. Donc, il y a le côté utilisateur. Ben, on est déjà en contact, par exemple, avec d'autres parcs nationaux qui nous ont contactés suite voilà, au fait qu'ils aient eu vent du projet et des capacités. Donc, voilà, il y a certainement en fait, des gens sur le parc naturel de la Vanoise en fait, qui vont travailler. Il y a le parc régional de la Sainte-Baume qui a récemment contacté aussi TEIA
pour voilà, peut-être avoir des indicateurs un peu plus spécifiques qui correspondent mieux à leur territoire. Voilà, donc ça, c'est des évolutions qui vont se faire en accompagnant ces communautés utilisatrices. Et après, effectivement, on a designé l'ensemble du système, notamment cette technologie DataCube, pour en fait pouvoir, in fine, par la suite, intégrer d'autres types de données pour complètement d'autres usages. L'idée, en fait, de la technologie DataCube qui a été mise en place là, c'est de voilà, agréger toute une série de données géospatiales, quelles qu'elles soient. Donc, ça peut être la donnée météo, ça peut être la donnée géologique, ça peut être plein de données topographiques, etc., etc. Ça peut être des données, en fait, d'autres capteurs optiques ou radars avec des indicateurs dédiés pour après avoir un outil qui permet de les combiner, de les croiser, de les aligner bien, d'éventuellement modifier en fait l'architecture même du cube de données pour pouvoir en extraire une information de manière idéale, toujours dans l'esprit en fait qu'en aval, il y ait des applications métiers qui se fassent en fait à partir de cette technologie cube de données. Voilà. Donc effectivement, il y a un projet au Rwanda, un projet SCO qui s'appelle GeoAttack, qui utilise en partie enfin, cette infra cube de données pour des problématiques de risque en fait et d'analyse de risque glissement de terrain où on va combiner via cette technologie cube de données en fait d'autres types de géoinformation. Et comment tu verrais, parce qu'en fait, je crois que trois quarts des projets SCO, hein, depuis le début, utilisent l'imagerie Sentinelle. Oui. Euh, enfin, comment à partir de maintenant, puisque le service est monté, on pourrait finalement envisager de nourrir enfin, des nouveaux projets, puisque je suppose que donc, les prochains projets qui vont s'ouvrir à partir de septembre, un appel à projet, finalement nourrir ces projets de cette base technique, de ne pas tout refaire à nouveau, et refaire à nouveau des calculs de NDVI et autres indicateurs. Tout à fait. Est-ce que ça c'est envisageable et quel modèle finalement? Est-ce qu'il y a un modèle économique derrière? Est-ce qu'il y a une capacité limitante de calcul? Alors, il y a une, il y a, alors dans le cas du service Heroku Data, il y a une capacité limitante de calcul parce que ça tourne sur on va dire, un data center régional, on va dire, qui est quand même, voilà, avec une belle capacité de calcul, voilà, mais on peut pas non plus faire la France entière, on va dire, en NDVI de manière aisée. Le service GeoAttack, enfin, qui va sortir de GeoAttack, donc de l'autre projet SCO, permet, enfin, un des éléments en fait, de ce projet, c'est de mettre à l'échelle le calcul et de pouvoir aisément en fait, le dimensionner pour que ça tourne sur des ressources de calcul nationales, voilà. Notamment en fait le CINES à Montpellier, voilà, qui va permettre justement en fait de déborder en fait en termes de calcul en fait voilà, enfin, de pouvoir traiter des zones plus importantes ou de pouvoir traiter des zones petites, mais enfin plus de zones petites en parallèle, voilà. Donc pour différents usages. En sortie, on va dire, du projet SCO GeoAttack, on aura aussi cette capacité-là, en fait, d'évolution en termes de calcul. Et après, oui, la technologie, ben, elle est ouverte hein, de notre côté. Donc voilà, Dataterra, c'est de l'open science, hein, voilà, c'est son rôle en fait hein, de promouvoir tout ça. Voilà, donc si des projets futurs en fait souhaitent utiliser la techno, souhaitent travailler éventuellement avec Dataterra selon des modalités à définir. Ça peut bien entendu s'organiser. Donc voilà, avec l'idée toujours peut-être d'enrichir les fonctionnalités à la fois du cube de données en lui-même, mais aussi d'enrichir les usages aval des indicateurs qui sont créés pour des cas d'usage très très différents. Voilà. Donc le modèle économique, ben, il se construit, honnêtement dit actuellement, il se construit notamment via la nouvelle mission innovation qui a été mise en place dans Dataterra qui a pour rôle en fait de réfléchir à ces modèles. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises en place. Voilà, quelque chose qui est, on va dire, gratuit sur un d'usage jusqu'à une certaine quantité de calcul. Après, il peut y avoir des modalités d'abonnement, voilà, pour faire des calculs sur une période donnée, mais beaucoup de calculs, etc., selon les usages. Voilà, du partenariat sur des projets, ça peut être en fait cet abonnement sous forme de prestation de services, etc. Voilà, donc tout ça se construit actuellement avec forcément des cas différents selon les catégories d'utilisateurs. Voilà, Mais c'est également ouvert je dirais, à des entreprises qui pourraient oui, ou tout à pas. fait.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Là, plus dans une logique abonnement à l'usage du service, Oui, ouais. oui, bien sûr, oui. Ok. Oui, oui, c'est Tout à ça. fait, ouais. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup, Jean-Philippe, en tout cas, pour la présentation, pour les éléments, les réponses.